Bonjour et bienvenue pour une nouvelle immersion en profondeur. Le deep dive, voilà. C'est ça? Notre mission ici, Oui, c'est de prendre les sujets qui vous intéressent, tout à fait. de les décortiquer avec nos sauces Ouais. et de vous en offrir l'essentiel, Hmm, rapidement et avec quelques touches d'humour, bien sûr. pour que ce ne soit jamais ennuyeux. Pensez-y comme votre accès direct aux connaissances clés, Exactement. spécialement conçues, Oui, juste pour vous. juste pour vous. Et aujourd'hui, notre plongée nous emmène au cœur des réseaux TCP/IP. Au cœur des réseaux TCP/IP. Nous allons explorer ensemble les concepts fondamentaux à partir d'extraits de QCM réseau TCP/IP avec réponses détaillées. Un format de quiz, certes, D'accord. mais riche en explications pour bien comprendre. Un quiz qui sert de fil rouge pour notre exploration. Alors, quel est notre objectif précis aujourd'hui? Pour vous, chers auditeurs, c'est de rendre limpides les bases des TCP/IP, des réseaux locaux Ethernet, Où? jusqu'au réseau étendu, en passant par le routage, les commutateurs, les VLAN, le Spanning Tree Protocol, le subnetting. Tout ça? Tout ça sans vous perdre dans les détails techniques superflus. Exactement. Notre mission, si vous l'acceptez, est de vous donner une compréhension solide et agréable de ces fondations du réseau. Parfaitement dit. Alors, commençons cette exploration en douceur. Pour bien comprendre comment les données voyagent, Oui. il faut d'abord regarder comment elles sont organisées en différentes couches. Absolument. Première question de notre quiz pour vous mettre dans le bain. Quels sont les protocoles de la couche transport? La réponse indique TCP et UDP. Pouvez-vous nous éclairer sur leur rôle et ce qui distingue de l'Ethernet, de l'HTTP, de l'SMTP et de l'IPI? Bien sûr, TCP, Transmission Control Protocol, et UDP, User Datagram Protocol, sont en effet les piliers de la couche transport. Imaginez la couche transport comme les services de livraison. TCP, c'est un peu comme un courrier recommandé avec accusé de réception. Il assure que chaque paquet arrive à destination dans le bon ordre et sans erreur. C'est le protocole privilégié pour les transferts de fichiers ou la navigation web où l'intégrité des données est primordiale. UDP, lui, c'est pire comme un envoi simple, une carte postale. D'accord. Il est plus rapide car il ne vérifie pas la bonne réception. C'est souvent utilisé pour le streaming vidéo ou les jeux en ligne où une petite perte de paquet est préférable à un délai. Maintenant, Ethernet, c'est la technologie de la couche liaison de données, c'est-à-dire comment les données se déplacent physiquement sur un réseau local comme dans vos bureaux. HTTP et SMTP sont des protocoles de la couche application au sommet de la pile, utilisés respectivement pour afficher les pages web et envoyer des emails. D'accord. Et IP, Internet Protocol, à la couche réseau, c'est l'adresse qui permet de diriger les paquets d'un réseau à un autre. Très clair. Deuxième question. Quel protocole réside à la couche liaison de données? La réponse est Ethernet et PPP. Quelle est leur fonction dans la transmission physique des données? La couche liaison de données où l'on trouve Ethernet et PPP, Point-to-Point Protocol, est vraiment au ras du bit, si je puis dire. Oui. Elle s'occupe de prendre les données de la couche réseau comme les paquets IP et de les préparer pour transiter sur le câble, la fibre. Oui. Ou même les ondes radio dans certains cas. Ethernet, comme on l'a dit, est le roi des réseaux locaux câblés. Il définit le format des trames de données et comment les cartes réseau accèdent au support physique. PPP, vous le croiserez plus souvent pour établir des connexions directes entre deux points, typiquement sur des liaisons WAN plus anciennes, comme certaines lignes téléphoniques dédiées. D'accord. Leur rôle essentiel est d'emballer les paquets IP dans ces trames et de gérer l'accès aux médias de transmission. Pensez à l'adresse MAC, c'est une notion clé de cette couche. Et comment ces différentes couches interagissent-elles? Prenons l'exemple concret d'une requête HTTP pour afficher une page web et du protocole TCP. C'est une excellente manière d'illustrer cela. Lorsque votre navigateur qui utilise HTTP, donc la couche application, veut afficher une page. Il demande à TCP, la couche transport, d'envoyer cette requête au serveur web. TCP va alors prendre les données HTTP, les découper en segments plus petits. Ajouter des informations de contrôle pour s'assurer qu'ils arrivent bien et les passer à la couche inférieure, la couche réseau IP, pour qu'ils soient acheminés. De l'autre côté, sur votre ordinateur, TCP réceptionne les segments, vérifie qu'ils sont tous là et dans le bon ordre et les remet à HTTP qui peut enfin afficher la page. D'accord. C'est une collaboration invisible mais essentielle entre les couches logicielles de votre machine. Et comment se passe l'interaction entre les mêmes couches sur des machines différentes TCP? Par exemple, la communication de TCP entre deux ordinateurs avec ces fameux numéros de séquence et accusés de réception. Ici, on parle d'une communication de pair à pair entre les instances du protocole TCP qui tournent sur deux machines distinctes.
quand le TCP de votre ordinateur envoie un segment de données au TCP du serveur, Oui. il lui assigne un numéro de séquence. Ce numéro, c'est comme un numéro de page dans un livre. Si les segments arrivent dans le désordre, le TCP du serveur peut les remettre dans le bon ordre grâce à ces numéros. Et puis, une fois qu'il a reçu un ou plusieurs segments, le serveur renvoie un accusé de réception pour dire « j'ai bien reçu » jusqu'à ce numéro. D'accord. C'est un dialogue constant pour garantir que la communication est fiable, même si le réseau sous-jacent n'est pas parfait. Parlons maintenant de l'encapsulation des données. Du moment où un serveur web prépare une réponse jusqu'à sa transmission physique, comment les fameux en-têtes sont-ils ajoutés? L'encapsulation, c'est vraiment le processus clé de la préparation des données pour le voyage sur le réseau. Mhm. Imaginez un cadeau. Oui. Le contenu de la page web, c'est le cadeau lui-même. D'accord. La couche transport, TCP, prend ce cadeau et l'emballe dans une première boîte, l'entête TCP, où elle met des informations comme l'adresse de l'application qui envoie et celle qui reçoit et les numéros de séquence dont on parlait. Ensuite, cette première boîte est mise dans une plus grande, l'entête IP, par la couche réseau. Là, on ajoute les adresses IP de la machine source et de la machine de destination. Enfin, ce paquet IP, donné plus entête TCP plus entête IP, est mis dans une dernière enveloppe par la couche liaison de données Ethernet. Cette enveloppe, c'est la trame Ethernet, avec un en-tête contenant les adresses MAC et une petite étiquette à la fin pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur pendant le transport. C'est comme des poupées russes, chaque couche ajoute sa propre information sans toucher à ce qu'il y a à l'intérieur. Et justement, cette trame à la couche, liaison de données, qu'est-ce que c'est précisément? La trame, c'est l'unité de données complète qui circule sur le réseau local au niveau de la couche liaison de données. Elle contient tout ce qui est nécessaire pour le transport des données sur un segment de réseau physique spécifique. C'est en quelque sorte le véhicule qui transporte votre paquet IP qui lui-même contenait le segment TCP et les données de l'application. Il est crucial de bien faire la distinction entre la trame, couche 2, le paquet couche 3 et les segments couche 4. Ce sont les unités de données spécifiques à chaque niveau. Et si on se réfère au modèle OSI, l'ancêtre conceptuel de TCP/IP, quel est le terme équivalent à cette trame de la couche liaison? Dans le modèle OSI, qui est un modèle de référence plus détaillé avec 7 couches, l'équivalent de notre trame de la couche liaison, couche 2 du modèle TCP/IP, est appelé PDU de couche 2 ou Protocol Data Unit couche 2. D'accord. PDU, c'est un terme générique pour désigner l'unité de données à n'importe quelle couche du modèle OSI. Donc quand vous entendez parler de PDU de couche 2, Oui. pensez à une trame Ethernet dans le contexte de TCP/IP. Très bien. Passons maintenant aux fondamentaux des réseaux locaux Ethernet. Première question pour vous. Ethernet, est-ce exclusivement réservé aux connexions filaires? Oui, c'est tout à fait exact. Le terme Ethernet fait spécifiquement référence aux standards pour les réseaux locaux câblés, utilisant des câbles physiques comme le fameux câble RJ45. Il définit les aspects physiques de la connexion, les connecteurs, les câbles, Oui. ainsi que le protocole de la couche liaison de données qui régit comment les données sont transmises sur ces supports. D'accord. Les réseaux locaux sans fil, eux, utilisent d'autres standards, principalement la famille IEEE 802.11, que vous connaissez mieux sous le nom de Wi-Fi, et qui fonctionnent par ondes radio. Oui. Il est important de noter que même si un appareil connecté en Ethernet et un autre en Wi-Fi peuvent très bien communiquer sur le même réseau IP, ils utilisent des technologies de liaison de données fondamentalement différentes. Et quel est l'équipement central que l'on retrouve typiquement dans un petit réseau Ethernet de bureau aujourd'hui? Sans hésitation, c'est le commutateur Ethernet ou switch. Switch? Il a largement supplanté les concentrateurs, hubs et les ponts, bridge, qui sont des technologies plus anciennes et moins performantes. Les commutateurs sont plus intelligents, ils apprennent les adresses MAC des appareils connectés à leur port Oui. et ne font suivre le trafic qu'au port de destination approprié, ce qui améliore considérablement l'efficacité du réseau. Les routeurs, quant à eux, sont principalement utilisés pour connecter des réseaux locaux entre eux ou à des réseaux étendus comme Internet. Parlons un peu des câbles Ethernet droit, ceux que l'on utilise le plus souvent. Comment sont-ils connectés pour supporter des vitesses de 10 ou 100 mégabits par seconde? 10 MD Fandaveste. Pour un câble Ethernet droit utilisé avec les standards 10 BST et 100 BST. Le câblage est assez simple. Chaque broche d'un connecteur RJ45 à une extrémité Oui. est connectée directement à la même broche sur l'autre connecteur. D'accord. Par exemple, la broche 1 d'un côté est reliée à la broche 1 de l'autre, la broche 2 à la broche 2 et ainsi de suite. Typiquement, sur une liaison 10-100, seules 4 des 8 broches sont utilisées pour la transmission et la réception des données.
Mhm. Il est crucial de ne pas confondre un câble droit avec un câble croisé où certaines paires de fils sont intentionnellement inversées pour connecter des appareils similaires entre eux. Mhm. Et il ne faut pas oublier que la longueur maximale recommandée pour ces câbles en cuivre UTP est de 100 mètres. Et dans quelle situation spécifique doit-on utiliser ces câbles Ethernet droits? Les câbles droits sont nécessaires pour connecter des appareils qui ont des fonctions différentes en termes de transmission et de réception sur les paires de fils. Mhm. C'est généralement le cas lorsque vous connectez un équipement terminal comme un PC à un équipement d'infrastructure réseau comme un routeur ou un commutateur. Pensez aussi à connecter un point d'accès sans fil via son port Ethernet à un commutateur. Oui. Dans ce scénario, l'un des appareils va émettre sur certaines broches et recevoir sur d'autres, tandis que l'autre fera l'inverse. D'accord. Pour connecter deux appareils de même type, par exemple un PC directement à un autre PC, sans passer par un commutateur. Oui. Il faudrait alors un câble croisé pour que les signaux de transmission de l'un arrivent bien sur les broches de réception de l'autre. Qu'en est-il de la fibre optique multimode? Quels sont ses principaux avantages par rapport au câble en cuivre en cuivre? Yes. La fibre multimode MM offre un avantage significatif par rapport au câble en cuivre UTP. Elle permet d'étendre les liaisons Ethernet sur des distances bien supérieures à la limite de 100 mètres imposée par l'UTP. De plus, pour des distances intermédiaires, elle est souvent plus économique à l'installation que la fibre monomode SM, qui est réservée aux très longues distances. La fibre multimode utilise des émetteurs-récepteurs à Qui sont généralement moins coûteux que les lasers nécessaires pour la fibre monomode. C'est un bon compromis pour interconnecter des bâtiments voisins par exemple. Plongeons-nous un instant dans le protocole CSMST. Comment fonctionne-t-il concrètement? CSMST, qui signifie Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, était une méthode d'accès au réseau utilisée dans les anciennes versions d'Ethernet en mode semi-duplex, souvent en conjonction avec des concentrateurs. D'accord. L'idée de base est simple. Avant de vouloir envoyer des données, un appareil écoute si le réseau est déjà utilisé Carrier Sense. Oui. Si le canal est libre, il commence à transmettre. D'accord. Plusieurs appareils peuvent écouter et décider de transmettre en même temps, multiple access, qui peut entraîner une collision. Si une collision est détectée, collision-détection, tous les appareils impliqués arrêtent immédiatement leur transmission, envoient un signal de brouillage pour prévenir les autres et attendent un laps de temps aléatoire avant de tenter de retransmettre. C'était un système un peu chaotique. D'accord. Mais il permettait à plusieurs appareils de partager le même câble. Et le champ FCS que l'on trouve à la fin d'une trame Ethernet, à quoi sert-il précisément? Le champ FCS, pour Frame Check Sequence, est un élément essentiel pour garantir la fiabilité de la transmission des données en Ethernet. Il s'agit d'une séquence de quelques octets, généralement 4, située à la fin de la trame Ethernet, juste avant la remorque. D'accord. L'appareil qui envoie la trame calcule une valeur basée sur le contenu de toute la trame en tête et données et inclut cette valeur dans le champ FCS. L'appareil qui reçoit la trame effectue le même calcul de son côté et compare le résultat avec la valeur du FCS qu'il a reçu. D'accord. Si les deux valeurs ne correspondent pas, cela signifie qu'il y a eu une erreur pendant la transmission et la trame est alors rejetée. Oui. C'est une sorte de vérification d'intégrité. Notez bien que le FCS sert uniquement à détecter les erreurs, pas à les corriger. Les adresser moqués maintenant. Ces identifiants uniques, qu'est-ce que représente l'OI que l'on trouve au début? Une adresse MAC, Media Access Control, est une adresse physique de 48 bits qui est attribuée de manière unique à chaque carte réseau. Les 3 premiers octets, 24 bits de cette adresse constituent l'EI pour Organizationally Unique Identifier. D'accord. Comme son nom l'indique, l'UI identifie le fabricant de la carte réseau. L'IEE attribue des blocs d'UI aux différents fabricants. Et ensuite, chaque fabricant est responsable d'attribuer de manière unique les 3 octets suivants à chacune de ces cartes. C'est ce qui garantit en théorie une unicité globale des adresses MAC. D'accord. Pensez-y comme la plaque d'immatriculation d'une voiture, où les premiers chiffres indiquent le pays ou la région du fabricant. Et comment fonctionnent les adresses Ethernet de broadcast et de multicast? Quelle est leur utilité? Ethernet distingue 3 types d'adresses MAC pour la communication. L'adresse unicast est l'adresse spécifique d'une seule carte réseau. Lorsqu'un commutateur reçoit une trame avec une adresse de destination unicast, il essaie de la faire parvenir uniquement au port où se trouve cette adresse.
L'adresse broadcast, qui est toujours FFFFFFFF en hexadécimal, est une adresse spéciale qui signifie tout le monde sur le réseau local. Quand un commutateur reçoit une trame avec cette adresse de destination, Oui. il la copie et l'envoie à tous les autres ports de son réseau, D'accord. dans le même VLAN. C'est utile pour envoyer des messages à tous les appareils, par exemple, pour certaines annonces ou découvertes de services. Enfin, l'adresse multicast, qui commence toujours par 01 en hexadécimal, permet d'adresser un groupe spécifique d'appareils qui ont souscrit à cette adresse. C'est une façon d'envoyer une information à plusieurs destinataires intéressés, sans inonder tout le réseau comme le ferait un broadcast. On parle aussi d'adresse burned-in pour une adresse MAC unicast, qui est gravée en ISIN dans la carte réseau et qui est permanente. Avançons vers les réseaux étendus et le routage IP. Mm. Quelle est la petite touche personnelle qu'a ajouté Cisco à l'entête du protocole HDLC? Le protocole HDLC, High Level Data Link Control, est un standard ISO pour la couche liaison de données, souvent utilisé sur les liaisons série dans les réseaux WAN. Cisco, en implémentant HDLC, a ajouté un champ propriétaire appelé type dans l'entête. D'accord. Ce champ est vraiment important car il permet d'identifier le type de protocole de la couche supérieure comme IP, mais ça pourrait être IPX ou AppleTalk aussi, Oui. qui est encapsulé dans la trame HDLC. Sans ce champ, le routeur qui reçoit la trame ne saurait pas comment interpréter les données qu'elle contient. C'est comme avoir une étiquette sur un paquet qui dit ce qu'il a à l'intérieur. Qu'est-ce que l'Ethernet sur MPLS, souvent abrégé en MPLS? L'Ethernet sur MPLS et au MPLS est un service de réseau étendu WAN qui fonctionne à la couche 2 du modèle aussi. Il permet de créer une connexion Ethernet point à point entre deux sites distants en utilisant l'infrastructure MPLS, Multi-Protocol Label Switching d'un fournisseur de services. Pour vous, cela signifie que vos routeurs sur deux sites éloignés peuvent se comporter comme s'ils étaient connectés sur le même réseau local Ethernet. Ils utilisent donc Ethernet comme protocole de liaison de données. D'accord. Les adresses M qu'ils utilisent pour communiquer à travers ce lien et au MPLS sont généralement dans la plage d'adresses attribuée par le fournisseur de services MPLS. C'est une approche différente des liaisons série traditionnelles qui utiliseraient plutôt HDLC comme protocole de liaison. Le fameux Default Gateway, ou passerelle par défaut en français, à quoi ça sert concrètement? Le Default Gateway, c'est l'adresse IP du routeur vers lequel votre ordinateur ou tout autre appareil sur votre réseau local va envoyer le trafic destiné à des adresses IP qui ne se trouvent pas dans le même sous-réseau que lui. Imaginez que vous voulez envoyer une lettre à quelqu'un qui n'habite pas dans votre quartier. Vous allez la déposer à la poste de votre quartier qui se chargera de l'envoyer plus loin. Le Default Gateway, c'est un peu cette poste pour le trafic réseau qui doit sortir de votre réseau local. D'accord. On l'appelle aussi parfois routeur par défaut ou routeur de premier saut. Et comment un routeur prend-il la décision d'acheminer un paquet IP vers sa destination finale? La décision d'un routeur quant à la prochaine étape pour un paquet IP Oui. est basée uniquement sur l'adresse IP de destination de ce paquet. D'accord. Le routeur regarde cette adresse et consulte sa table de routage qui est une sorte de carte routière du réseau. Cette table contient des informations sur les chemins à suivre pour atteindre différents réseaux. D'accord. Le routeur va choisir la route la plus spécifique qui correspond à l'adresse de destination Oui. et va ensuite forwarder le paquet vers le prochain routeur. D'accord. Le prochain sous-indiqué par cette route. Il est essentiel de se rappeler que les adresses AM ne sont utilisées que pour la communication à l'intérieur d'un même segment de réseau local. Une fois que le paquet arrive au prochain routeur, c'est à nouveau l'adresse IP de destination qui est examinée. Et comment un ordinateur, un hôte IP, décide-t-il s'il doit envoyer un paquet directement à un autre appareil de son réseau local ou à son Default Gateway Fee? Avant d'envoyer un paquet IP, un hôte compare l'adresse IP de destination avec sa propre adresse IP et son masque de sous-réseau. D'accord. Si en effectuant un calcul logique, un MND binaire, l'adresse de destination appartient au même sous-réseau que lui, l'hôte va essayer d'envoyer le paquet directement à cet appareil en utilisant le protocole ARP pour trouver son adresse MA. D'accord. Par contre, si l'adresse de destination appartient à un sous-réseau différent, Oui. l'hôte sait qu'il ne peut pas l'atteindre directement sur son réseau local. Il va donc envoyer le paquet à l'adresse IP de son Default Gateway qui se chargera de le router vers le bon réseau. Quelles sont les fonctions principales d'un protocole de routage dynamique? Les protocoles de routage dynamique comme OSPF ou BGP ont deux fonctions principales. Premièrement, ils permettent aux routeurs d'annoncer à leurs voisins les réseaux qu'ils connaissent, c'est-à-dire les réseaux auxquels ils ont directement connecté ou ceux qu'ils ont appris d'autres routeurs. D'accord. Deuxièmement, ils permettent aux routeurs d'écouter les annonces de leurs voisins.
et d'apprendre de nouvelles routes qu'ils vont ensuite intégrer dans leur propre table de routage. D'accord. C'est un processus continu d'échange d'informations qui permet aux auteurs de construire une vision globale et actualisée de la topologie du réseau. Il est important de distinguer cette fonction de la simple action de faire suivre un paquet, le forwarding, Oui. qui, elle, utilise la table de routage déjà construite. Y a-t-il un protocole spécifique qui nécessite qu'un ordinateur apprenne des informations vitales auprès d'un serveur dédié sur le réseau? Oui, la réponse est le DNS, le Domain Name System. Le DNS. Lorsqu'un ordinateur, comme PC1 dans la question, veut accéder à un site web en tapant son nom de domaine, par exemple www.whatexample.com, Oui. il ne connaît que le nom pas l'adresse IP du serveur web. Il doit donc interroger un serveur DNS pour obtenir l'adresse IP correspondante à ce nom de domaine. D'accord. C'est comme un annuaire téléphonique pour Internet. À ARP, lui sera trouvé l'adresse EMAC à partir d'une adresse IP sur le même réseau local. Et Ping est un outil pour tester la connectivité IP de base, mais il ne permet pas à un ordinateur d'apprendre des informations d'un serveur de la même manière que le fait le DNS. Abordons maintenant l'interface de ligne de commande, la fameuse CLI. Dans quel mode de commutateur Cisco peut-on exécuter la commande Show MAC Address Table? La commande Show MAC Address Table, qui affiche la table adresse EMAC apprise par le commutateur. Oui. Une commande d'observation. Et peut donc être exécuté aussi bien en mode utilisateur, le mode le moins privilégié, souvent indiqué par un nez, qu'en mode privilégié ou mode ONEB, indiqué par un hashtag. Les modes de configuration comme le mode de configuration globale ou le mode de configuration d'interface sont utilisés pour modifier la configuration du commutateur et ne permettent généralement pas l'exécution de cette commande. Et la commande reload, celle qui permet de redémarrer le commutateur, dans quel mode faut-il se trouver pour pouvoir l'utiliser? La commande reload est une commande administrative puissante qui nécessite des privilèges élevés pour être exécutée et provoquer le redémarrage du commutateur. Par conséquent, elle ne peut être utilisée qu'en mode privilégié. Tentez de l'exécuter dans un autre mode. Oui, Se soldera par un message d'erreur. C'est une mesure de sécurité pour éviter des redémarrages accidentels. quelle est la différence fondamentale entre Telnet et SSH en termes de sécurité pour l'accès à distance à un équipement réseau? La différence cruciale entre Telnet et SSH, Secure Shell, réside dans le chiffrement des données. Telnet transmet absolument tout en clair, y compris les identifiants de connexion, nom d'utilisateur et mot de passe. Cela signifie que si quelqu'un intercepte le trafic, il peut facilement lire ces informations sensibles. Oui. SSH, en revanche, établit une connexion sécurisée et chiffre toutes les données échangées entre le client et le serveur, y compris les identifiants de connexion et les commandes de configuration. Il est donc fortement recommandé d'utiliser SSH pour la gestion à distance afin de protéger l'accès à vos équipements réseau. D'accord. Telnet est aujourd'hui considéré comme obsolète et peu sûr. Dans quel type de mémoire d'un commutateur Cisco est stockée la configuration qui est activement utilisée par l'appareil lorsqu'il fonctionne? La configuration qui est en cours d'exécution et utilisée par le commutateur pour son fonctionnement quotidien est stockée dans la RAM, Random Access Memory. C'est une mémoire vive, ce qui signifie que son contenu est perdu lorsque l'appareil est éteint ou redémarré. D'accord. La NVRAM non-volatile RAM stocke la configuration de démarrage, c'est-à-dire la configuration qui sera chargée dans la RAM au prochain démarrage du commutateur. La mémoire flash contient l'image du système d'exploitation iOS. Et la ROM, Read-Only Memory, contient le programme de démarrage initial, le bootstrap. Quelle est la commande que l'on utilise pour enregistrer la configuration en cours d'exécution dans la RAM, la configuration de démarrage, dans la NVRAM? Pour enregistrer la configuration active, la running config, Oui. qui se trouve dans la RAM, vers la configuration de démarrage, la startup config, stockée en NVRAM. D'accord. On utilise la commande copy running config startup config. On peut aussi l'abréger en copy run start. C'est une étape essentielle après avoir effectué des modifications de configuration pour s'assurer qu'elles seront toujours présentes, même après un redémarrage du commutateur. Si l'on se trouve dans un sous-mode de configuration, par exemple en train de configurer une interface, quelle commande ou combinaison de touches permet de revenir directement au mode privilégié? Pour quitter un sous-mode de configuration, comme le mode de configuration d'une interface ou d'une ligne IT, D'accord. et revenir directement au mode privilégié, Oui. vous avez deux options principales. Vous pouvez taper la commande END et appuyer sur Entrée, ou vous pouvez utiliser la combinaison de push Ctrl plus Z. La commande Exit, elle vous fera remonter d'un niveau dans la hiérarchie des modes de configuration. D'accord. Et la commande Key vous déconnectera complètement de la session CLI. Penchons-nous maintenant sur l'analyse de la commutation dans un réseau local Ethernet.
que c'est un commutateur lorsqu'il reçoit une trame Ethernet dont l'adresse MAC de destination est une adresse unicast qu'il connaît déjà. Lorsqu'un commutateur reçoit une trame avec une adresse M de destination unicast qu'il a déjà apprise et enregistrée dans sa table d'adresse MAC, il va simplement regarder à quel port cette adresse est associée. D'accord. Ensuite, il va forwarder la trame uniquement vers ce port spécifique. Oui. C'est ce qu'on appelle le forwarding sélectif. Et c'est ce qui rend les commutateurs beaucoup plus efficaces que les anciens concentrateurs qui inondaient toutes les trames sur tous les ports. Et que se passe-t-il si la trame reçue est destinée à une adresse MAC de broadcast FR? Une trame dont l'adresse MAC de destination est l'adresse de broadcast Ethernet, FF, 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 FFFFFF est traitée d'une manière particulière. Le commutateur va copier cette trame et l'envoyer sur tous les autres ports qui appartiennent au même VLAN que le port sur lequel il a reçu la trame, à l'exception du port d'arrivée lui-même. D'accord. C'est ce qu'on appelle inonder, flooding, la trame, et cela permet de s'assurer que le message de broadcast atteigne tous les appareils concernés sur le réseau local. Et qu'en est-il d'une trame dont l'adresse MAC de destination est une adresse unicast, mais que le commutateur ne connaît pas encore? Dans ce cas où le commutateur reçoit une trame avec une adresse MAC de destination unicast qui ne figure pas dans sa table d'adresse MAC, il va également se résoudre à inonder la trame sur tous les autres ports appartenant au même VLAN, à l'exception du port par lequel il l'a reçu. Même si la destination est inconnue, l'espoir est que l'appareil avec cette adresse MAC va recevoir la trame et répondre.